Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Dans le voyage à plusieurs, je pense que chacun fait, des compromis sur, ses envies, son rythme et c'est vrai que dans le voyage en solo, du coup, bah, en fait, tu es tout seul à te dire: «Bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? À quel rythme?» Je pense que j'ai vraiment appris à m'écouter. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Marion. J'ai vraiment adoré l'interviewer parce qu'elle a construit un modèle de nomadisme hyper unique qui, j'en suis certaine, vous inspirera d'une manière ou d'une autre. Marion vit dans le camion qu'elle a aménagé et son organisation est répartie entre les périodes de travail saisonnier, les périodes de vie sédentaire au sein d'une structure communautaire et les périodes de pur voyage, un peu plus de road trip, quoi. Dans cet épisode, elle nous parle de ses choix de vie face à son besoin d'indépendance, du travail en saison, de son camp de base, de la logistique qu'implique la van life en France et à l'étranger, des différences entre voyage solo et voyage à deux, et de plein d'autres trucs. Marion, c'est bien la preuve qu'on peut construire un mode de vie vraiment, vraiment sur mesure, et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous partager notre échange. Ah oui, et puis restez bien jusqu'à la fin, parce que j'ai une petite nouveauté à vous partager. En attendant, bonne écoute. Hello Marion, je suis hyper heureuse de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Bienvenue. Peut-être est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Salut Chloé, merci beaucoup pour, cette, opportunité. Je m'appelle Marion, je vais bientôt avoir 30 ans et ça fait maintenant, du coup 3 ans que je vis dans mon camion aménagé. J'ai le petit sourire des 30 ans qui, qui pique. Moi aussi, je les sens approcher. Je te comprends. Tu as dit que tu vivais en camion aménagé. Tu peux expliquer un peu plus ton mode de vie, déjà peut-être pourquoi tu l'as choisi? Donc ouais, ce camion, je l'ai aménagé, il y a 3 ans maintenant. D'où est venu, ce projet? En fait, avant, mon lieu de vie était, beaucoup lié à mon lieu de travail et en fait, dès que j'avais un contrat de travail qui se terminait, du coup, j'étais un petit peu dans une phase où, j'avais pas d'hébergement et donc j'étais assez dépendante des autres, de mes parents, de mes proches et cetera et donc j'ai voulu, en fait, me libérer de ce sentiment de dépendance et du coup, le camion, c'était je trouvais, en fait, le mode d'habitat, qui correspondait le mieux à ce besoin-là, parce que je pouvais l'avoir, toujours avec moi, peu importe où j'allais et du coup, ce qui rejoint aussi un petit peu mon mode de vie, actuel avec ce camion où, je vais alterner, en fait, des périodes, de travail saisonnier où donc, je vais aller un petit peu partout en France, selon là où j'ai envie d'aller et où j'ai envie de travailler. Des parties un peu plus, voyage où, là donc je vais vraiment être, sur le schéma un peu nomade, classique, sur la route et des périodes où je vais quand même vivre dans mon camion, mais de façon plus sédentaire, là où j'appelle mon camp de base, qui du coup se situe en Charente, qui est en fait un lieu collectif où on est plusieurs personnes à vivre, en habitat léger, donc caravane, bus aménagé, d'autres personnes en camion, et cetera. Donc, tu te déplaces au rythme des saisons, notamment. Combien de temps à peu près tu restes, par destination? Soit quand tu es entre les saisons ou, entre les phases où tu es sédentaire et les phases où tu voyages, comment tu les répartis? Alors au niveau du rythme, c'est pas forcément trop défini. Là donc sur les 3 ans, ça a été un petit peu des temporalités différentes, mais les saisons, elles durent en principe, 6 mois. Donc je vais être 6 mois dans une région
Donc par exemple, j'ai été en Isère, en Haute-Savoie, plus, au Pays basque et vers Perpignan et à chaque fois, c'était, environ, ouais, entre, je vais dire 3 et 6 mois et donc à ce moment-là, je profite aussi de mes jours de congé pour aller, bah, découvrir, la région, grâce à mon camion et dans l'idéal, je prends un peu de temps aussi après la saison, donc une quinzaine de jours pour, aller voir toutes les choses que j'ai pas forcément eu le temps d'aller voir. Après, les périodes de voyage, il y a un long voyage que j'ai fait, donc qui a duré, 5 mois et demi. Donc je suis partie de France jusqu'au Sénégal avec mon camion et aussi le retour, par la route et donc ça, c'est vraiment le plus gros voyage à long terme que j'ai fait avec le camion et pour les périodes, je vais dire de oui, de sédentarité, ça va plutôt être, pareil entre 3 et 6 mois, en Charente. Mais voilà, c'est vraiment, je vais dire, assez fluide. Ça va dépendre, de la durée de mon contrat de travail, de mes envies, de mes besoins aussi. Il y a des moments où je sens que j'ai vraiment beaucoup plus besoin d'ancrage. Donc c'est là où je vais rester, plus sur ce lieu en Charente où à chaque fois que je reviens, il y a aussi les mêmes personnes qui vivent à l'année là-bas. Donc en fait, j'entretiens aussi des liens, sociaux, amicaux et des périodes où j'ai plus envie d'être, je vais dire, dans le mouvement, voilà, de bouger, de pas forcément avoir de quotidien. Donc voilà, c'est aussi un mode de vie, je trouve, qui permet d'écouter vraiment mes besoins et mes envies. OK, trop chouette. J'ai plein de questions qui me viennent en t'écoutant. On va revenir peut-être un peu sur ces 3 parties, la façon dont tu répartis ton temps en tant que nomade. Peut-être pour commencer, la partie travail saisonnier. Donc c'est la première personne que je reçois, sur le podcast, qui, travaille en saison et je trouve que c'est super intéressant. Moi, ça ne m'est jamais arrivé en plus. Donc c'est vraiment un milieu que je connais pas du tout et un type de travail que je connais très mal. Donc toi, tu travailles, toujours en France quand tu es en saison? Ou est-ce que ça t'arrive d'aller à l'étranger? Pour l'instant, j'ai toujours, travaillé en France. Au départ, les premières saisons que j'ai faites, c'était plus dans le milieu agricole, où donc là, toute l'année, en fait, on peut trouver, des missions différentes qui vont être plutôt courtes. Donc, par exemple, ça a été, les vendanges, le relevage des vignes, la cueillette des fruits et après j'ai fait une première saison en restauration, mais c'était en service et en fait, je me suis rendu compte que, bah, les 2 filles, qui avaient à peu près mon âge et qui travaillaient en cuisine, en fait, elles avaient pas forcément d'expérience et de formation et ça a été un petit peu révélateur de me dire: «Ah mais en fait, c'est possible de trouver du travail dans ce domaine-là qui m'a toujours attirée, mais pour lequel, j'ai pas forcément de suivi de formation ou voilà, le conseil d'orientation qui te dit: "Non, non, il faut pas que tu fasses ça"» et voilà, donc c'est quelque chose que j'ai mis de côté, mais qui m'a toujours quand même, intéressée et donc à partir de là, ça c'était donc en été 2022, si je dis pas de bêtises et après donc la saison d'hiver, qui a suivi, j'ai cherché en fait, un travail en cuisine dans la restauration et c'est là du coup que j'ai trouvé mon premier contrat, donc de 6 mois dans un restaurant, à côté de Grenoble et voilà. Ça a fonctionné, ça m'a beaucoup plu et donc voilà, je me suis un petit peu lancée là-dedans et donc après je suis partie en voyage et au retour donc de ce long voyage, de 6 mois jusqu'au Sénégal, j'ai refait une saison d'été en restauration en Haute-Savoie et j'y suis retournée, du coup l'hiver, dernier 2024-2025 pour une autre saison, d'à peu près, 5 mois. Mais toujours en France pour l'instant. OK, ça marche. C'est un choix de rester en France ou est-ce que tu aimerais bien travailler à l'étranger, mais juste ça s'est pas présenté, jusqu'à présent? Pour l'instant, c'est plutôt un choix et enfin, c'est vrai que j'ai pas forcément, cherché à aller voir comment ça se passait pour travailler à l'étranger. Je pense que pour moi, c'est un peu une question de simplicité aussi, administrative et d'avoir aussi, pour l'instant, en tout cas dans le milieu de la cuisine, pas non plus beaucoup d'expérience qui puisse, justifier en fait d'aller forcément travailler, à l'étranger. Enfin, je sens que j'aurais pas forcément plus de plus-value en fait que quelqu'un qui est un national, du pays, avec aussi parfois la question de la barrière de la langue
Enfin voilà, l'anglais ça va, mais voilà, le reste, je maîtrise pas d'autres langues donc voilà, ça peut être, envisageable, mais pour l'instant ça me plaît d'être en France et ça me permet aussi de découvrir plein de coins en France que je connaissais pas du tout donc pour l'instant c'est cool. Bah, ouais, carrément. Je trouve ça vraiment, chouette de revaloriser un peu le voyage, dans notre pays qui est magnifique et souvent on ne connaît pas forcément. Tu parlais de simplicité administrative et ça, c'était une de mes questions aussi. Quel type de contrat tu as, pour travailler? Est-ce que c'est du CDD? Est-ce que tu es en freelance, et tout ça? Et après, dans un second temps, effectivement, comment tu gères, financièrement? Est-ce que tu fais des économies quand tu travailles pour pouvoir voyager sur des temps off? Donc en termes de contrats administratifs, c'est souvent des contrats saisonniers ou une fois, du coup, c'était, un CDD. On s'était mis d'accord avant le début du contrat sur, le fait que, voilà, moi, je voulais pas m'engager au-delà de 6 mois, donc on avait convenu d'une fin de contrat. Mais la plupart du temps, c'est quand même, des contrats saisonniers qui sont pas forcément les plus «avantageux» entre guillemets, dans le sens où, il y a pas d'indemnité de fin de contrat comme on peut avoir, sur un CDD. Et après, au niveau de mon organisation financière, le fait de travailler en saison et du coup de vivre, en fait, dans mon camion à ce moment-là ou, d'avoir un loyer, qui est, assez faible par rapport à un loyer, je vais dire, classique. Oui, c'est sûr que ça me permet, de mettre des sous de côté et du coup d'économiser pour, le reste de l'année, pour développer, d'autres projets. OK, trop cool. Ben, on reviendra sur, ces projets-là, justement après. Et peut-être dernière question par rapport au travail saisonnier. Je savais même pas, tu vois, que c'était un type de contrat particulier, pour ces missions-là, en fait. Mais et du coup, comment est-ce que tu trouves, des emplois saisonniers? Est-ce que tu passes par, le réseau? Est-ce qu'il y a des plateformes? Comment tu fais? Je sais qu'il y a des groupes, Facebook qui existent, pour le travail saisonnier de façon générale et d'autres groupes aussi, spécifiques au milieu agricole. Personnellement, j'ai jamais trouvé, sur ces groupes-là. Je suis toujours passée par, le site Indeed. En fait, en cherchant, des mots-clés, par exemple, travail agricole ou, commis de cuisine et après on peut aussi choisir la localisation. Donc, par exemple, j'étais là: «Ah bah, j'irais bien travailler, en Isère» et voilà, c'est comme ça que j'ai toujours trouvé, mes emplois saisonniers. OK, trop cool. Ouais, le travail en saison, c'est vraiment quelque chose qui me convient aujourd'hui, qui je trouve aussi un bon moyen, de voyager partout en France et de se rendre compte aussi, de la saisonnalité, en fait, de certains endroits. Par exemple, je suis plus allée quand même du côté de la montagne, alors que dans ma vie, j'ai plutôt grandi, de l'autre côté de la France, sur la côte atlantique et en fait, de se rendre compte aussi que en fait, les saisons là-bas, c'est entre guillemets, «c'est la norme», quoi. C'est-à-dire que les gens qui habitent là-bas depuis tout petit, ils ont 2 métiers différents. L'hiver, ils vont travailler, sur les pistes ou, s'occuper, du déneigement et cetera et en fait, l'été, ils vont avoir, un autre travail, complètement différent. J'ai pu rencontrer, des gardiens de refuge ou, des gens qui travaillent plutôt dans l'élevage et en fait, la saisonnalité du travail, là-bas, elle est complètement normale alors que, des fois, je trouve que ça peut aussi avoir un petit peu une connotation péjorative de: «Ah, tu saisonnier, du coup, tu pas de travail, genre fixe», alors qu'en fait, pour moi, au contraire, ça tu te reconnectes un petit peu avec le cycle, naturel des choses, OK, trop cool. Du coup, par rapport à la suite de ton modèle, donc, tu as parlé de camp de base. J'aime beaucoup cette expression. Donc quand tu te sédentarises, pour quelque temps, tu disais que tu étais dans un lieu collectif avec d'autres, van lifers ou personnes qui vivent en véhicule aménagé de manière, générale. Je savais même pas que ça existait. Est-ce que tu peux, présenter un peu le système? Comment ça fonctionne? Comment ça s'appelle? Enfin tout ça, quoi. donc en fait, aussi pour un peu l'historique de comment j'ai atterri là-bas, peut-être. En fait, c'est quand j'avais donc déjà acheté mon camion, mais que je voulais l'aménager sans avoir, aucune compétence, en termes de bricolage et donc c'est via un groupe, Facebook que, en fait, j'ai posté une annonce en disant: «Beh, voilà, en fait, moi, mon projet, c'est d'aménager mon camion. Je cherche un lieu où, je pourrais avoir, des outils à disposition
et un espace et en échange, en fait, faire, du woofing. Donc c'est-à-dire, en fait, donner de mon temps en contrepartie au projet pour, voilà, toutes les activités qu'il y a à faire, sur le lieu, pour qu'il y ait, je vais dire, un peu un échange, de services. Et donc on m'a répondu. Donc il y avait un lieu en Charente qui s'appelle, la ferme du Pas, à proximité, d'Angoulême, qui est donc une ferme avec différents projets que je vais détailler après et qui avait donc la possibilité de m'accueillir, sachant que aussi sur ce lieu-là, donc il y a 3 ans maintenant, il y avait quelqu'un qui allait lancer son entreprise pour, aménager des véhicules aménagés, donc c'était, la temporalité, parfaite. Donc ce lieu, en fait, c'est une ferme, entre guillemets «classique». La base financière, c'est, autour, du cognac. Donc voilà, il y a aussi pas mal de parcelles de vignes autour et en fait, c'est l'exploitation du vin pour, la transformation du cognac qui, en fait, est un peu la base financière du projet et qui permet aussi financièrement de soutenir les autres projets qui sont mis en place. Donc historiquement, il y a d'abord eu la fabrication, du pain. Donc enfin, la farine était produite, en partie, sur la ferme. Enfin, le blé était cultivé en partie sur la ferme, transformé ailleurs et ensuite, utilisé pour la confection du pain. Donc ça, c'est une activité qui est toujours, en cours. Ensuite, il y a aussi, quelques chèvres, donc pour, le fromage de chèvre. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui se sont rajoutées au fur et à mesure avec, leurs propres projets, donc de façon indépendante, à la ferme, qui juste louent le terrain, une partie du terrain de la ferme pour leur propre entreprise. Donc il y a eu une personne qui faisait des herbes aromatiques et des savons, une personne plus, sur du maraîchage, un menuisier, du coup, le fameux aménageur de camions. Et voilà, c'est du coup des personnes qui ont leur propre entreprise, mais qui travaillent en fait sur le lieu collectif, de la ferme. Et voilà, après il y a des personnes, qui du coup vont rester pendant 1 an, 2 ans, essayer de développer leur projet et voilà, selon si ça fonctionne ou pas, qui repartent et c'est assez fluide aussi dans je veux dire dans la dynamique des personnes qui sont sur ce lieu. Et en plus, du coup, des personnes qui ont leur entreprise, il y a aussi des personnes qui vivent, sur ce lieu. Alors pas forcément non plus en habitat léger, mais aussi dans une coloc, qui du coup est dans un bâtiment de la ferme, une maison classique quoi, qui travaillent, à l'extérieur. Après tous les gens qui y sont présents, ça fait une sorte de ouais, de vie en communauté où voilà, on partage, des repas ensemble ou des sorties ensemble et puis, comme chacun a aussi son espace, on n'est pas obligé de toujours tout faire ensemble, voilà un petit peu le fonctionnement global, du projet. C'est hyper chouette, j'avais jamais entendu parler. La contribution que toi tu apportes, elle n'est pas financière en fait. Tu travailles toujours en mode woofing quand tu es sur place? Ou est-ce qu'il y a un système, de loyer pour certaines personnes? Est-ce qu'il y a les 2 modalités? Au départ, je suis venue pour faire du woofing et aménager mon camion en même temps. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais pas du tout à faire les 2 en même temps. Donc j'ai d'abord commencé à faire du woofing, je pense pendant 1 mois et après donc me rendant compte que c'était pas possible de faire les 2 en même temps, du coup, je suis revenue plus, uniquement pour, aménager mon camion et du coup, depuis, je suis plus sur un modèle où, je paye un loyer qui correspond du coup à l'utilisation, du terrain et aussi, des parties communes, comme, la cuisine, la douche, l'électricité et cetera. OK et ce que je trouve super intéressant, c'est que du coup, à chaque fois que tu reviens en Charente, tu as le même camp de base, c'est ça? Oui, exactement. Ça te permet de pas avoir de charge fixe, mais en même temps, d'avoir un camp de base qui est toujours le même, quand tu reviens, où tu as déjà tes repères, ta routine et cetera qui est instaurée. Oui, exactement. En fait, quand du coup je pars en saison ou en voyage, je vais dire, je suis totalement déchargée financièrement de loyer, de charges et cetera puisque du coup je entre guillemets, «je libère un espace», pour quelqu'un d'autre et après quand je reviens, c'est vrai que ce qui me plaît aussi de revenir, c'est que, bah, il y a cet esprit, je vais dire, de collectivité et de personnes que donc là, maintenant, ça fait bientôt 3 ans, qui sont présentes, sur le lieu. Il y a aussi un petit peu ce côté,
un peu apaisant, de savoir, en fait, où je reviens et de retrouver des personnes que je connais déjà et de pas non plus être dans un schéma où je recommence tout le temps et de recréer des liens comme, je peux le faire en saison quand, tu arrives dans un nouvel endroit, un nouvel établissement, tu travailles avec d'autres personnes où du coup tu es toujours dans ce truc d'adaptation. Là, le fait de revenir dans un lieu que je connais déjà et ben, en fait, les choses elles sont beaucoup plus fluides et aussi du coup, il y a mon amoureux qui est là-bas. Donc forcément ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles, je reviens en Charente, sur ce lieu-là, c'est parce que lui est présent et donc travaille, sur ce lieu. Donc c'est aussi pour, passer du temps ensemble, Alors justement, par rapport à ça, au fait que tu sois parfois en solo, parfois à 2, j'aimerais bien, qu'on se penche plus sur la partie, van life maintenant et peut-être pour commencer, que tu nous expliques, ce que ça change pour toi, les avantages et les inconvénients de voyager solo VS voyager à 2, donc en l'occurrence, en couple. pour parler donc de la différence entre le voyage à 2 et le voyage en solo. En fait, au final, la seule expérience que j'ai eue, c'est, donc ce voyage de 5 mois et demi, jusqu'au Sénégal, qui en fait s'est déroulé en 2 parties. Donc, on est parti à 2 depuis Angoulême jusqu'au Sénégal pendant du coup, ouais, à peu près 3 mois et après, j'ai fait le retour en France, depuis le Sénégal, toute seule. Donc c'était vraiment un choix aussi de ma part dès le départ de dire, en fait, je veux vivre aussi ce voyage, en partie, solo et donc c'est vraiment ma seule expérience parce que sinon, du coup, mon copain, il est quasiment toujours sédentaire sur ce lieu, en Charente et donc on a peu, voyagé, en tout cas sur le long terme, tous les 2 et oui, c'était vraiment un bon moyen de faire la comparaison parce que c'est en fait, les 3 destinations, j'ai pu les faire, à la fois à 2 et à la fois toute seule. Le fait d'être à 2, on va pas se mentir, ça a quand même un côté rassurant. Enfin, surtout quand on va dans des destinations où enfin, qu'on connaît pas du tout, où on maîtrise pas tous les codes, culturels, où il y a forcément, en fait, plein de choses qui sont différentes que si je voyageais en France. Donc ouais, sur le côté voyage à 2, je trouvais ce côté rassurant et même d'être aussi avec quelqu'un qui gère la mécanique, de savoir que s'il y a une panne, en fait, sur le véhicule, j'ai quelqu'un à côté de moi qui va savoir, en fait, réagir beaucoup mieux et aussi pour, partager des choses. En fait, c'était un voyage aussi tellement, je veux dire, enrichissant ou pour lequel il y a beaucoup de questionnements qui sont apparus qu'en fait, enfin, des fois, il y avait des sujets, heu, sur lesquels, en fait, tous les jours, on discutait de ce qu'on était en train de vivre et ouais, de vivre cette expérience en même temps, ça a amené plein de débats et de sujets, super intéressants et pour notre relation aussi, c'était un peu une première de se dire: «Bon, bah, là, en fait, on part, pendant 3 mois où on va être H24 ensemble», dans un mode de vie aussi, détaché un peu de la pression professionnelle donc c'était aussi un bon moyen de découvrir, d'autres facettes, de nos personnalités donc pour ça, le voyage à 2 c'est enfin, les points positifs. Après, du coup, en voyageant toute seule, je me suis rendu compte que quand dans le voyage à 2 je me reposais aussi beaucoup plus sur, du coup, Joris, mon copain et qu'en fait, je déléguais, j'avais un peu une tendance à ouais, à me reposer sur lui alors que quand j'étais toute seule, en fait, bah, tu as pas le choix et en fait, tu es obligée de tout gérer et en fait, ça se passe, tout aussi bien mais ouais, le fait d'être à 2 en tout cas, je me reposais des fois un peu trop sur lui et du coup, dans le voyage à 2 je me suis rendu compte aussi que j'avais souvent envie qu'on soit tous les 2 et que j'allais moins facilement vers les autres ou que je laissais aussi peut-être, les personnes extérieures moins facilement venir, vers nous. Parce que j'aimais bien un petit peu ce confort, d'être à 2 et de partager, des moments ensemble et sur le retour en solo, du coup, je pense que je me suis plus facilement ouverte, vers les autres et aussi inversement, le fait d'être une personne toute seule, je pense que les autres, ils viennent plus facilement vers toi. Hem et
et ouais, le voyage en solo, ça a été aussi, prendre vraiment plus de temps pour soi et peut-être être aussi moins dans les compromis quand tu voyages, à 2, que ce soit, enfin, avec, ton partenaire, ton ami ou quoi. Enfin, dans le voyage à plusieurs, je pense que chacun fait, des compromis sur, ses envies, son rythme, pour que en fait, bah, le voyage se passe bien. Et c'est vrai que dans le voyage en solo, du coup, bah, en fait, tu es tout seul à te dire: «Bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? À quel rythme?» Je pense que j'ai vraiment appris à m'écouter et à faire, un petit peu ce que j'avais envie de faire, quand je veux, quoi. Et donc pour ça, c'était assez chouette et du coup, dans toutes, les petites, épreuves, de la route, quoi, c'était aussi un peu prendre, confiance en soi et de dire: «Ah, bah, en fait, ça, j'ai réussi à le faire toute seule». Ça donne confiance aussi dans ses capacités à faire des choses qu'on pensait impossibles et à rebondir, donc voilà. Enfin, je pense les 2 c'est 2 expériences différentes. Faut tester les 2 et puis, ouais. Bah, dis donc, il y a plein d'éléments, dans ce que tu partages. Ton voyage en particulier de 5 mois et demi jusqu'au Sénégal, donc que tu as fait, à l'aller à 2 et au retour en solo. Ce que je te propose, c'est d'en parler dans un prochain épisode. Faut prendre bien le temps, que tu nous racontes tout en détail, le voyage d'une part, mais aussi, tous les projets créatifs, autour. Mais j'aimerais continuer pour l'instant sur l'aspect, voyage solo vs voyage à 2, parce que tu es une femme et donc je voulais savoir d'un point de vue sécurité, est-ce qu'il y avait une différence pour toi? Est-ce que tu te sentais plus rassurée? Parce que tu as parlé de toute la mécanique et tout, du fait d'être accompagnée ou pas? Et aussi, est-ce que ça change en fonction des pays ou des lieux en général dans lesquels tu as pu aller? Pour l'aspect sécuritaire du voyage à 2 ou du voyage, en solo, quand j'étais toute seule, du coup, sur le retour, bah, je me suis jamais sentie en insécurité, physique et au final, les 2 fois où j'ai eu plus peur, en fait, c'était des situations où on était tous les 2. Donc j'ai pas ressenti, cette insécurité, physique. C'était plus, je vais dire, la différenciation de traitement, et notamment pour rebondir sur ce que tu dis sur le fait d'être une femme, quand on était 2 et quand j'étais toute seule. Je pense que c'est aussi lié, aux destinations, dans lesquelles, j'étais, donc à savoir, Maroc, Mauritanie, Sénégal, où je dirais que d'une façon générale, les femmes, elles sont moins présentes dans l'espace public et et où les principales interactions que j'ai eues, peu importe quand on était 2 ou quand j'étais toute seule, c'était quand même majoritairement, avec des hommes et donc quand on était 2, en fait, souvent, j'avais l'impression, d'être transparente et du coup, les personnes, elles s'adressaient plus, à Joris et du coup, j'existais pas trop et à l'inverse, en fait, quand j'étais toute seule, les questions, elles tournaient au bout de 3 minutes sur, comment ça se fait que je voyageais seule, si j'étais mariée et où est-ce qu'était mon mari, quoi. Pour moi, c'était un peu les 2 extrêmes de en fait, limite, j'existe pas et du coup, de l'autre côté d'être un peu plus, je vais dire, objectivée ou de chercher à comprendre en fait, pourquoi je suis une femme qui voyage seule. Alors, je saurais pas interpréter d'où elle vient, enfin, cette question, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que les gens voient ça comme une ouverture de: «Tu es une femme toute seule, qui voyage donc potentiellement tu es ici, pour, chercher quelqu'un?» ou c'était plus de la curiosité bah, c'est bizarre une femme, qui voyage, sans son mari et de chercher un petit peu à comprendre, le pourquoi du comment? Je trouve que c'est super intéressant, ce que tu dis d'avoir, ton point de vue par rapport à ça et ton ressenti. Et est-ce que au delà de cette différence-là, culturelle que tu as sentie par rapport au fait d'être une femme, seule, pas seule, est-ce qu'il y a d'autres, choses qui changent dans la van life, entre la France, et les autres pays dans lesquels tu as voyagé en tout cas? J'ai envie de dire, pas tant que ça. Au final, j'ai trouvé, que c'était peut-être plus simple, au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, en fait, de trouver un endroit où dormir le soir. Parce qu'il y a beaucoup moins de, je veux dire, limitations qu'en France où, à certains endroits assez touristiques,
on va trouver, pas mal de barrières, des panneaux avec des interdictions, en fait, pour, rester, le soir. Alors que, ouais, au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, j'ai jamais vu ça. Là où c'était peut-être le plus difficile et encore, je mets ça entre guillemets, c'était donc dans le sud marocain. Vraiment, il y a toute une bande de à peu près, je vais dire, 1 200 kilomètres pour rejoindre la frontière mauritanienne où c'est une, seule route, nationale et là, donc c'est un peu plus, compliqué de, en fait, se poser où on veut parce que donc il y a pas mal de, en fait, de militaires, qui sont là pour surveiller la côte et du coup, des fois, juste, ils réorientent les gens en disant: «Bah, vous pouvez pas dormir là pour des raisons de sécurité. Du coup, il faut aller, là, là, là». Mais c'est tout. Après, en Mauritanie ou au Sénégal, on n'a jamais été limité par, des interdictions officielles, pour se poser et puis après, sur tout ce qui est logistique de, trouver de l'eau, alors ouais, j peut-être ça va demander un peu plus, d'anticipation selon les pays pour trouver de l'eau, mais ça m'a pas paru beaucoup plus complexe qu'en France et pareil au niveau, du carburant. Ouais, non, il y a tout ce qu'il faut partout. Après en termes d'énergie, mon camion, il a un panneau solaire et une batterie secondaire qui du coup permet en fait d'être autonome en électricité, donc j'ai aussi pas ce besoin-là. Parce que ouais, en termes énergétiques, je suis assez autonome. Après pour des personnes qui préfèrent, du coup, se poser, souvent dans des campings et d'avoir accès à de l'électricité extérieure, au Maroc, il y a beaucoup de campings avec, du coup toutes ces installations-là. Mais après c'est vrai qu'en Mauritanie, au Sénégal, on trouve beaucoup moins. Donc voilà, enfin ça dépend de ce qu'on recherche aussi en voyageant en camion. Et peut-être point de vue logistique, purement logistique de la vie en camion ménager, pour tout ce qui est les lessives, moi je fais pas la lessive à la main. Je préfère du coup les laveries automatiques et c'est vrai qu'en France, ça on en trouve, partout, sur les parkings des supermarchés et ouais, pendant le voyage, ça c'était la partie, je vais dire la plus compliquée pour, trouver, des laveries. En fait, ça existe pas. Les laveries automatiques, c'est plus des pressings où du coup, c'est, des personnes qui vont vraiment le faire, voilà. Mais sinon, pas de différence, majeure. OK, bah, écoute, très intéressant et pour continuer sur la van life, passer peut-être sur une partie un peu plus, conseils pratiques, pour les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, que tu aimes le plus, dans ton mode de vie nomade? Alors l'aspect van life et puis peut-être aussi le fait d'alterner avec des saisons et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le moins et les inconvénients ou en tout cas les challenges, qui sont, liés à ce mode de vie et qu'il faudrait anticiper si on envisage de l'adopter? Alors ce qui me plaît le plus aujourd'hui dans cette vie-là, c'est bon, c'est un petit peu bateau peut-être, mais c'est vraiment la liberté, que ça m'apporte, d'avoir, toujours mon chez moi avec moi. De me dire en fait que peu importe où je vais, que ce soit, je veux dire, plus dans le mouvement, dans les saisons ou de façon plus sédentaire, en fait, j'ai toujours tout avec moi et donc d'un point de vue, en fait, c'est bête, mais matériel, pour moi, en tout cas, ça me libère un peu une charge mentale de me dire, en fait, j'ai toujours tout avec moi et aussi, en fait, mon camion, c'est vraiment mon chez moi. Je pense d'autant plus le fait de l'avoir, aménagé en grande partie, toute seule et en fait, donc il y a ce truc de peu importe où je vais, il y a toujours mon chez moi et du coup mon confort et un petit peu ma petite bulle, personnelle, que j'emmène partout, quoi. Donc je trouve ça assez apaisant. Donc ça, c'est ouais, vraiment le gros point positif et puis de pouvoir répondre, je vais dire, plus facilement à mes besoins, mes envies de ben, en fait, là, maintenant, OK, financièrement, j'ai besoin de travailler et ben, je sais que je peux facilement trouver un travail et c'est bête aussi, mais des fois le dire qu'il y a pas besoin en fait de me loger ou j'ai pas besoin de chercher un logement en fait, du point de vue de l'employeur et ben, les gens ils sont OK, bah, c'est aussi une charge en moins, pour eux et je pense c'est,
aussi du coup un critère en plus pour, trouver plus facilement un emploi et ouais, de m'écouter aussi, davantage de, bah, en fait là je sens que j'ai besoin de passer du temps seule et d'aller dans des endroits que je connais pas et de rouler et de prendre le temps et en fait d'avoir, ce confort de me dire: «Bah, en fait, je peux le faire facilement parce que, j'ai un véhicule avec tout ce qu'il faut dedans pour, être autonome et en fait ne pas avoir à anticiper finalement tant de choses que ça». Du coup, l'aspect, je vais dire plus négatif, ça va être, je vais dire, l'adaptation aussi constante. Enfin, je le mets pas dans un truc enfin, c'est pas forcément super négatif, mais en effet, pour les personnes qui souhaiteraient, en fait, adopter, ce mode de vie-là, je pense que c'est aussi un aspect dont il faut avoir conscience, qu'en fait, on est un petit peu toujours dans l'adaptation d'un nouveau lieu, d'une nouvelle route, d'une nouvelle destination. Enfin, tout ne va pas se passer comme on avait prévu. Et vraiment, faut aussi un peu se détacher, je pense. Il y a un truc, je vais dire, un petit peu productiviste où on veut, faire, plein de choses, visiter plein de choses et cetera et un petit peu enchaîner les trucs. Parce qu'en fait, je pense que c'est un mode de vie aussi qui demande du temps parce que aussi tout prend du plus de temps, de ta logistique, «Ah ben, en fait, là, j'ai plus d'eau, donc faut que je trouve un point d'eau pour, faire ça. Faut, que j'aille, vidanger mes eaux usées». Prendre la douche, je pense que ça dépend aussi de l'aménagement de chaque véhicule, mais moi j'ai une douche uniquement extérieure. Donc en fait, c'est pas juste, tu rentres dans ta cabine de douche, tu allumes l'eau, c'est de l'eau chaude tout de suite et non, du coup, ça prend un peu plus de temps de faire chauffer ton eau, mettre ta petite installation extérieure, trouver comment te garer pour, que, en fait, personne te voit. Enfin, ça va prendre forcément plus de temps que, si en fait tu prends ta douche, chez toi dans une maison. Et voilà, toutes ces petites choses-là du quotidien, tous les jours, en fait, l'espace est tellement petit, qu'en fait, tous les jours, tu ranges et ça te prend 2 heures pour ranger, mais en 15 minutes, il y en a déjà un repartout, dans le camion. Donc c'est un mode de vie qui, je pense, demande de prendre plus le temps. Écoute, bah, ça donne une, très bonne vision, de tout ce que ça implique et de tout ce que ça apporte, aussi à l'inverse. Peut-être, pour terminer, est-ce que tu as un conseil pour, celles et ceux qui voudraient adopter un mode de vie nomade, mais qui n'ont pas franchi le cap? Pour les personnes qui voudraient adopter un mode de vie nomade, je conseillerais d'y aller un peu par étapes pour être sûr aussi que en fait, que c'est un mode de vie qui convient. Donc par exemple, avec un camion, je conseillerais de louer, en fait, d'abord, même différents types de véhicules pour savoir, ce qui correspond le mieux à nos besoins. Je sais que, par exemple, il y a des personnes qui vont privilégier d'avoir, un camion plutôt bas, où du coup tu peux aller partout et d'autres personnes qui vont privilégier un camion où tu peux tenir debout dedans. De tester vraiment différents modèles de véhicules pour savoir ce qui correspond le plus, aux besoins de la personne et de partir, je sais pas au début, 2-3 jours et puis après, 1 semaine et puis après 1 mois pour, voilà, expérimenter aussi différentes durées et avoir le temps aussi de se poser les questions. Est-ce qu'en fait sur le long terme, c'est vraiment quelque chose, qui va me plaire ou pas? Après ça peut aussi être se rendre compte que c'est un mode de vie que j'ai pas forcément envie d'adopter à l'année et que j'ai envie d'avoir un camion, mais en fait, j'ai quand même envie de garder, un appartement, une maison fixe et d'y aller par étapes pour, en fait, pas tout forcément lâcher d'un coup. Parce que, ouais, aussi, enfin, financièrement, c'est un investissement, émotionnellement et en termes de temps, c'est aussi, un investissement, ce changement, de vie donc voilà, ce seraient mes conseils. Bah, écoute, il me semble, très bon. Je pense que ça s'applique à la van life et ça s'applique à plein d'autres modes de vie, qu'ils soient nomades ou pas, ou même, voilà, un changement de travail, ça peut être vrai dans plein de trucs. J'ai fait un épisode sur ce sujet-là, mais qui pour le coup concerne plutôt le nomadisme, digital, puisque ça a été mon cas, donc je pense que ça complète pas mal ce que tu dis. Je crois que c'est l'épisode numéro 7. Donc s'il y a des auditeurs, qui sont intéressés et ben,
Ça peut, bien compléter, ce que tu as dit et puis peut-être, un mot de la fin, en un seul mot, si tu devais, décrire ce que ton nomadisme représente pour toi? Je pense que le nomadisme, ça m'a permis, vraiment, l'indépendance. Ouais, vraiment, enfin, ça a répondu aussi à justement cette sensation de dépendance, avant, en fait, d'adopter, mon camion et ce mode de vie-là et aujourd'hui, je sens que ça a vraiment répondu à ce besoin et que je me sens, ouais, beaucoup plus indépendante sur différents aspects, de ma vie donc ce questionnement aussi autour de, je veux dire, l'appropriation de la terre, en fait, c'est des questionnements aussi que j'avais eus, au moment de l'achat de mon camion et un peu de réflexion à: «OK, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie?» et cetera et en fait, dans le système en France et je pense assez, global, dans le monde, je trouve que l'humain, en fait, il a vraiment ce truc d'appropriation de la terre et en fait, chacun doit posséder, heu, financièrement, de la terre, quoi et en fait, il y a une partie de moi qui trouve ça un petit peu, je sais pas si absurde, c'est le mot, mais en fait, à quel moment on en est arrivé à se dire, et ben, en fait, moi, je peux acheter, parce que j'ai les moyens, je peux acheter, cette terre-là et parce que j'ai les moyens financiers et ben, je peux en avoir plus que mon voisin et et voilà, je pense que c'est une notion avec laquelle je suis pas forcément à l'aise. Plus, en France aussi, le fait de se dire: «Bon, bah, demain j'achète un terrain, il est censé du coup, m'appartenir, mais en fait, il m'appartient jamais vraiment puisque, en plus, on va me demander en fait, si je veux construire quelque chose sur ce terrain qui m'appartient, je dois faire, des démarches, en plus, je dois payer des taxes en plus». Et même une fois que donc j'ai construit quelque chose qui m'appartient sur le terrain qui m'appartient, je dois encore payer des taxes sur, du coup, mon habitation et en fait, je pense que c'est quelque chose sur lequel je suis pas forcément en accord et du coup, le fait de vivre en camion, c'est un moyen aussi un petit peu de sortir de ce système-là. OK, c'est trop intéressant comme point de vue. Je n'avais jamais vraiment réfléchi comme ça et ça, c'est un point de vue super intéressant. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Quelque chose qui te tient à cœur de partager peut-être avant de conclure ce premier épisode? Même si de toute façon, on se retrouvera très bientôt pour une partie, 2. Non, ce serait, ouais, vraiment pour les personnes que ce mode de vie, attire. Ouais, allez poser vos questions aux personnes, qui vivent de cette façon, allez écouter des podcasts, qui parlent, de ce sujet. Ouais, essayer de comprendre aussi les motivations de chaque personne, je veux dire, qui a franchi le cap. Parce qu'en fait, il y a autant de raisons, en fait, que de personnes et puis, aussi se dire qu'il y a pas une seule façon de vivre sa vie en camion, que je pense faut des fois aussi un peu sortir, de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux de la vie nomade, c'est forcément être, tout le temps sur les routes, dans des destinations qui font rêver. On peut aussi, vivre en camion, mais de façon sédentaire, faire un petit peu un mix des 2. Enfin, il y a plein de façons de s'approprier, ce mode de vie-là donc aller rencontrer des gens, aller, écouter des choses, lire des livres qui parlent de ça et ouais, se lancer, petit à petit, quoi. Bah, écoute, c'est trop cool. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ton expérience, ton modèle et ta vision du nomadisme dans l'épisode d'aujourd'hui. Et puis on se retrouve très bientôt pour une deuxième partie où tu nous parleras, de ton road trip, Maroc, Mauritanie, Sénégal en véhicule aménagé et de tous les projets créatifs que tu mènes autour, du la thématique du voyage. Donc j'ai trop hâte. Merci pour tout et à très vite. Bah, merci à toi pour, m'avoir donné cette opportunité, de raconter tout ça et à très vite. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que cet échange vous a aidé à élargir votre champ des possibles et à imaginer un mode de vie plus libre et plus aligné avec vos besoins. Si ça vous a plu, je vous invite à soutenir le podcast. Nomadness, c'est un média indépendant,
Alors, le fait de laisser un commentaire sur l'épisode, de noter le podcast 5 étoiles, de vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou encore de partager vos épisodes préférés autour de vous, ça soutient énormément mon travail puisque ça donne de la visibilité aux médias. Alors, je compte sur vous. Ah oui, puis j'avais oublié le plus important. Le truc que j'avais à vous annoncer, c'est que Nomadness lance sa newsletter. Chaque mois, vous recevrez dans votre boîte mail les actualités du média, des ressources complémentaires aux épisodes de podcast, une réflexion et les actualités de mes aventures nomades. Pour la recevoir, vous pouvez vous abonner via le premier lien en description. Allez, on se retrouve là-bas.